Et nous sommes avec Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Livre d'entretien avec Marion Van Rettinghem. C'est cela qui change à tout aux éditions Robert Laffont. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Qui c'est? Décembre, les transports paralysés en Île-de-France, on y va tout droit en tant que présidente de la région Île-de-France et présidente de ce qu'on appelait le STIF, mais ça a changé de nom, ça s'appelle Île-de-France Mobilité. Que pouvez-vous faire en fait pour limiter la galère des Franciliens? La vérité, c'est très peu de choses au regard de l'importance que les transports en commun ont dans la vie des Franciliens. 4 millions de Franciliens dans les transports en commun tous les matins. Donc même si la région et Île-de-France Mobilité vont essayer de faire le maximum pour alléger la galère en mettant des bus de substitution, en avançant la prime vélo, puisqu'on va rembourser, vous savez, on va faire une prime vélo de 500 €. On a dit qu'elle serait ouverte à tous ceux qui achèteraient un vélo électrique au mois de décembre. On va faire le covoiturage gratuit. On va donner 3 € à chaque conducteur qui ouvrira sa portière pour que tous ceux qui covoitureront, ce soit gratuit. C'est un geste de solidarité rémunéré. On va donner à voir tous les lieux de coworking et de télétravail en Île-de-France pour que ceux qui trouvent un lieu près de chez eux puissent télétravailler. Enfin, on va essayer de faire du système D. Mais la vérité, c'est que même si le service minimum que la SNCF et la RATP doivent organiser est organisé, ce sera quand même une épouvantable galère comme chaque grève. Alors faut-il réquisitionner du personnel non gréviste dans les transports? À ce stade, ça n'est pas possible. La loi ne le prévoit pas. Et aujourd'hui, ce que prévoit le contrat qui lie Île-de-France Mobilité avec la SNCF et la RATP, c'est un service minimum contractuel. Ça veut dire que la SNCF et la RATP doivent mettre sur les lignes, aux heures de pointe, un tiers des rames. C'est une obligation contractuelle avec leurs clients Île-de-France Mobilité. Donc ce que j'ai dit, c'est si cette obligation contractuelle ne parvenait pas à être remplie, c'est-à-dire si la grève est très suivie, si elle est beaucoup trop suivie, pour pouvoir remplir l'obligation, qu'on rembourse tous les voyageurs, parce que voilà, il y a une question de service fait. Donc s'il n'y a pas ce tiers de train, il faut rembourser les voyageurs. Si le service minimum contractuel n'est pas effectué, il faut rembourser les voyageurs. C'est la limite de la loi Sarkozy, parce que à l'époque Nicolas Sarkozy avait présenté cette loi comme étant finalement la fin de la galère dans les transports en cas de grève, mais on voit qu'en fait elle est insuffisante. Il faudrait pouvoir réquisitionner du personnel, comme ça se fait d'ailleurs dans certains pays. Surtout comme ça se fait dans certaines fonctions. Moi je pense que les transports sont aussi importants pour la vie des Français que l'hôpital. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, quand on fait grève, on met un brassard et on continue de soigner. Je pense que dans les transports, en tout cas sur les heures de pointe, qui sont les heures pendant lesquelles on va travailler, je veux dire, les Français, ils se déplacent pas entre 6h et 9h pour le plaisir, ils se déplacent pour aller travailler. On devrait respecter ça. C'est de l'abus du droit de grève? Non, c'est pas ce que je dis. Je pense qu'il faut passer à... il faudrait qu'on ait un pays avec une conflictualité un peu moins violente. Donc c'est de l'abus de conflit, quoi. Non, c'est pas de l'abus, non. Non, juridiquement, ça n'est pas de l'abus de conflit. Je vous dis, il n'y a pas de loi qui le prévoit, il y a juste un contrat entre nous. Mais le sujet, c'est simple, c'est du respect. Voilà. Vous soutenez mais ne serait-ce pas une remise en question du sens même de la manifestation et du droit de grève? Non, parce qu'on pourrait toujours faire la grève pendant toute la journée, on pourrait même mettre des brassards, on pourrait aussi parler des revendications pendant les heures de pointe avec les voyageurs. Parce que les voyageurs, ils aimeraient peut-être en discuter aussi des revendications des cheminots ou des revendications des agents de la RATP. Mais là où dans les autres pays, on fait grève, mais on respecte le service, et on le fait, parce que c'est un service... Vous savez, il y a un principe constitutionnel, c'est la continuité des services publics. Et ce principe constitutionnel, il est un peu antagoniste avec le droit de grève, qui est aussi un autre principe constitutionnel. Donc il faudrait les concilier, les deux. Vous soutenez la proposition de loi de Bruno Retailleau sur l'acquisition? Moi, je voudrais surtout que ça passe par le dialogue social. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis naïve, mais je pense qu'aujourd'hui, les syndicats ont conscience que on est dans un pays qui est très tendu, où les Français sont fatigués, où il y a des grosses urgences sociales, où il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Je veux dire, voilà... le respect des hommes et des femmes qui vont travailler, ça se négocie. Pas de nouvelle loi. Si, une nouvelle loi, mais qui ferait passer ce service garanti par une phase de dialogue social avec les syndicats. Pour moi, c'est du brisage de grève, c'est-à-dire que ce que vous avez énuméré, c'est vous êtes porté en tant que briseuse de grève, c'est-à-dire que vous êtes en train de soutenir un camp et pas l'autre. Enfin, nous, on n'a aucune gaieté de cœur. Vous savez, Madame Pécresse, moi je l'ai montré tout à l'heure, je gagne 2,70 € brut à la SNCF. Je suis cheminot, je suis aiguilleur sur le secteur du Bourget. Donc je gagne 2,70 € brut de l'heure, plus de minuit à 4 heures, j'ai le droit à un petit bonus, 20 centimes brut
par heure, d'accord. J'ai gagné 100 € sur plus de 40 heures de nuit. Donc on ne fait pas, il n'y a pas de gaieté de cœur. J'ai 2 enfants, un de 4 ans et un de 7 ans. J'ai aucune, je préférerais que cet argent, vous savez, je vais perdre 70 à 80 € par jour. Je préférerais leur acheter des jouets et notamment avec les fêtes qui arrivent. Maintenant, moi, ce que je trouve, c'est que derrière, on voit que même quand il y a une loi, la Constitution, vous savez aussi parfois essayer d'aller chercher encore plus loin, parce que quand c'est des grèves de 24 heures, ça vous importe peu. Mais là, il va y avoir une grève longue. Et moi, la chose qui est particulière, c'est que j'entends votre préoccupation aujourd'hui des usagers par rapport à une grève. Mais nous, par exemple, moi, personnellement, en tant que cheminot de Paris-Nord, on vous a sollicité, et Christophe Lagarde aussi, à travers la fin en fait de la polyvalence des mécanos. Les conducteurs de Paris-Nord, vous savez, ils vont conduire uniquement sur des lignes spécifiques. Et nous, on vous a dit, pour le bien des usagers, que cette polyvalence, elle est nécessaire. C'est-à-dire que si un conducteur tombe malade, l'autre peut le remplacer sur la ligne. Mais demain, en fait, vu que ça va être par ligne, on va se retrouver avec des lignes, la ligne B, la ligne H, tout ça, pour ceux qui connaissent le Nord parisien, qui vont être dépossédés par moment de train. Et là-dessus, sur ces questions-là, on vous entend pas, Madame Pécresse. Alors qu'on vous a sollicité, on n'a pas de réponse. Oui, alors c'est vrai que j'essaye de faire... Moi, je suis cliente de la SNCF et de la RATP en tant qu'autorité organisatrice de transport, donc je leur passe des commandes et j'essaye de les aiguillonner au maximum pour qu'ils aillent plus vite, notamment sur la réparation du transformateur de Drancy, par exemple, puisque vous êtes dans le Nord, ou sur la rénovation du RER B. Mais le sujet, aujourd'hui, il est simple, c'est que c'est quand même la SNCF qui dirige la SNCF. Je ne peux pas m'immiscer dans les organisations des services des cheminots. Mais moi, j'entends votre inquiétude. Quand même. Oui, je vous dis, je suis première cliente. Je suis la première cliente, donc je peux dire quand ça marche pas. Mais là, aujourd'hui, j'entends vos inquiétudes sur la réforme des retraites, et ces inquiétudes, elles sont certainement justifiées. Mais le problème, c'est vous avez le pouvoir de bloquer tout le pays. Il y a d'autres professions qui n'ont pas ce pouvoir. Il y a des professions où effectivement, ils sont eux aussi inquiets de la réforme des retraites, mais ils n'auront pas ce pouvoir de bloquer le pays. Et moi, je ne peux pas soutenir le blocage de toute la région, vous l'imaginez bien. En plus, c'est terrible pour les entreprises, c'est terrible pour l'emploi, c'est terrible pour l'attractivité. Voilà, donc ces grèves longues, elles nuisent à l'image aussi de la région vis-à-vis des investisseurs. Vous êtes favorable ou pas à cette réforme par points avec l'idée de mettre un régime universel pour les Vous en parlez dans le livre, de la réforme des retraites. Oui, j'en parle et j'ai un point de vue. Moi, ce que je crois 2 choses. D'abord, je crois que le président de la République s'est trompé. Il a cru que le régime était équilibré et que tout allait bien. Et qu'il allait donc pouvoir faire une grande réforme, cathédrale, remettre tout le monde au même niveau, etc., tout de suite, immédiatement. Ce que je dis dans le livre, c'est que les réformes, c'est des élastiques. Et donc, il faut les tirer, mais jusqu'au moment où ça craque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop en faire. Et moi, je crois que cette réforme aujourd'hui, c'est une réforme qui veut toucher à trop de sujets. Le premier sujet, c'est quand même de sauver les retraites. Sauver les retraites. Or, il y a 10 à 17 milliards de trous dans la caisse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir demander aux Français de travailler un peu plus longtemps. Et ça pose plein de sujets, notamment le sujet des métiers pénibles. La réforme aussi, hein. Ben non, pas vraiment. Non. Avec l'âge pivot. Pardon, oui, mais attends. Alors justement, vous faites bien de me le dire, Monsieur Truchot, je pense qu'il faudrait que le gouvernement nous clarifie exactement ce qu'il veut mettre dans la réforme. Et je pense que le sujet, c'est comme on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est très anxiogène. Il a dit, on ne demandera pas aux Français de travailler plus longtemps. Maintenant, il nous dit, si, finalement, il va falloir. Donc ça, premier point. Deuxième point, les régimes spéciaux et la fin des régimes spéciaux et la grande réforme cathédrale. Quand on change toutes les règles du jeu, en plein milieu de la vie, pour moi, il y a comme une rupture de contrat de confiance. Par exemple, on me dit que les femmes qui ont élevé 3 enfants, elles n'auront plus de majoration de retraite. Mais quand maintenant, elles les ont fait, leurs enfants, elles les ont élevés, donc on leur change les règles du jeu maintenant. Vous voyez, donc je pense que moi, je suis favorable à ce que cette réforme, elle se fasse pour les nouveaux entrants. Je l'ai écrit, je l'ai dit. La clause du grand-père. La clause du grand-père, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans un métier et on connaît les règles du jeu. Et on va organiser sa vie en fonction de ces règles du jeu. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'économie pendant leur vie parce qu'ils savaient qu'ils auraient telle retraite. S'ils avaient su que leur retraite serait moins élevée, ils auraient fait plus d'économies, vous voyez. Donc je suis mal à l'aise avec cette réforme. C'est assez paradoxal dans le sens où dans le livre, vous parlez souvent de la lenteur du gouvernement à mettre en place des méthodes qui, pour vous, que vous considérez urgentes. Moi, je suis un ancien fervent militant de l'UMP. J'ai vu l'âme de ce parti se déliter au profit d'une ligne Vauquier-Ciotti-Morano. Qui n'est pas la mienne, vous l'avez compris. Je crois que vous l'avez compris. Ça m'a désespéré. Cependant, j'ai trouvé de ça, de là, dans le livre, des interventions
qui malheureusement pouvait s'apparenter à ce qui sortait de la bouche de Morano Wauquiez-Ciotti. Par exemple, en page 38, vous dites que le président de la République ne passe pas au premier plan l'anticommunautarisme, l'autorité, la loi, l'ordre et la sécurité. Ça, ce sont des propos qui ont énormément fait de mal à l'UMP en son temps et qui nous ont amenés à cette ligne idéologue, partisane et clanique portée par les trois personnes que je viens de citer. Pardon, mais l'autorité de la loi, c'est la République. C'est la République. On est en crise d'autorité. Est-ce que vous pensez vraiment que le président de la République, le chef de l'État, puisse ne pas prendre en compte l'anticommunautarisme, l'autorité, la loi, l'ordre et la sécurité de son pays? Je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de problème avec les municipales et avec la radicalisation. Eh bien, s'il y a un problème, moi je peux vous citer une ou deux villes dans ma région dans lesquelles il y a des listes qui me semblent très proches de l'islam politique. Voilà. Et aujourd'hui, le président de la République nous dit on ne peut pas les interdire. Ben, moi, je pense que si. Et je pense qu'on peut interdire individuellement à des personnes qui seraient fichées dans le fichier antiterroriste, qui est géré par le ministère de l'Intérieur. On devrait pouvoir individuellement, s'ils ont pris des positions qui sont contraires aux lois de la République, leur interdire de se faire élire. Vous savez qu'aujourd'hui, un officier de police judiciaire, un policier, ne peut pas se présenter dans la ville où il est officier de police judiciaire. Il ne peut pas se présenter, c'est incompatible. Mais en revanche, quelqu'un qui est fiché dans le fichier des terroristes pour radicalisation, lui, il n'y a pas d'interdiction, il peut se présenter. Et Sébastien Lecornu, le ministre des collectivités locales, dit laissons-les se faire élire. Et puis on verra après, et ne vous inquiétez pas, on contrôlera leurs actes et on les empêchera de faire des bêtises. Et bien ça n'est pas possible. Donc moi, c'est un signal d'alarme. Je lance l'alerte parce que quand ils seront élus, ces personnes-là, radicalisées, eh bien, il sera trop tard. Didier Giraud, agriculteur, Saône-et-Loire. Madame Pécresse, vous nous parlez des municipales. Là, moi, j'ai lu votre livre attentivement, alors avec un œil plus vigilant sur tout ce qui était environnemental. Alors je vous dis quand même, je suis déçu de pas voir que, même si je sais que vous faites des choses, qu'on retravaille pas autour de Paris à un projet d'approvisionnement local de la ville de Paris. Ah bah absolument que si. Non mais c'est pas des grands axes du livre. Moi ça me gêne. Ça me gêne qu'on puisse conduire une bouche aussi grande sans penser qu'il faut remplir le garde-manger quoi. Ça me gêne. Ah bah alors attendez, les terres je vais aller reprendre les livres. Les terres agricoles dans votre région, elles ont plutôt tendance à réduire qu'à augmenter. Alors pas du tout. Et si vous lisez vraiment attentivement, mais je vous retrouverai la page, j'explique que nous avons mis en place une politique de zéro artificialisation nette des sols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on détruit pour faire une route, quand on détruit pour faire une route, merci de le reconnaître, quand on détruit pour faire une route, on replante. Et c'est vrai que l'Île-de-France est en réalité une très grande terre agricole. On ne le sait pas. Alors pas d'élevage. La Charolaise viendra toujours d'autres régions, cher ami. Mais parce qu'on n'en a pas assez, on n'a pas assez d'élevage chez nous. Mais en revanche, on a une filière lait avec le brie, on a une filière céréales, on a aussi, et j'espère le faire, une filière maraîchère. Et donc, dans mon programme pour l'Île-de-France, il y a l'approvisionnement 100% des cantines des lycées en produits locaux, dont 50% progressivement en produits bio. On a eu raison de supprimer Europa City, le projet Europa City, justement au nom de la sauvegarde de terres agricoles. Moi, j'entends la préoccupation écologique du gouvernement, mais j'entends aussi la détresse sociale du département du Val d'Oise. Parce que ce projet d'Europa City, c'était un projet d'investissement privé de 2 milliards d'euros d'investissement privé avec 10 000 emplois créés entre Sarcelles, Gonesse, Garges-les-Gonesse, Goussainville, Villiers-le-Bel, là où il y a eu les émeutes urbaines et là où il y a un vrai immense besoin d'emploi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai pris acte de l'abandon, mais j'ai dit c'est le seul département de ma région dans lequel il n'y a pas de grands projets. En Seine-et-Marne, il y a le doublement de Disney, en Essonne, il y a Saclay, dans les Yvelines, il y a Éole, les Hauts-de-Seine, la Défense, Seine-Saint-Denis, les JO. Le Val d'Oise est le seul département dans lequel il n'y a pas de grands projets. C'est le plus jeune de France. Et il y a 40% de chômage dans cette zone. Donc j'ai dit, on faut investir. Et il va falloir repérer les friches, parce que je suis très préoccupée. Je ne veux pas enlever des terres agricoles, mais il va falloir repérer toutes les friches industrielles, ces bâtiments abandonnés, ces usines qui ont fermé. Donc je vais faire ce repérage-là pour pouvoir aller voir les investisseurs privés et leur dire, c'est là que vous pouvez investir sans avoir un recours des écologistes ou des habitants. Parce que le problème maintenant, c'est que les investisseurs, ils sont tétanisés. Enfin, je ne sais pas si vous avez des chefs d'entreprise qui vous en parlent. Tesla, qui a envisagé à un moment donné de mettre sa grande usine en Île-de-France,
Ils ont regardé, ils ont vu les procédures, ils ont vu les recours, ils se sont dit oulala, ils sont partis à Berlin. Chez moi, il y a eu un projet de Center Park qui a capoté aussi. Bah voilà. Mais même si les élus, il faut faire je des crois deals. pas que les élus locaux aient aujourd'hui du pouvoir là-dessus. Bah, il faut faire. Si, on a du pouvoir pour faire des accords gagnant-gagnant, en disant si on détruit des terres agricoles tant là. qu'on se laissera emmerder par des assos, parce qu'il faut dire les mots, par des assos qui, pour sauver la salamandre bleue, le triton à tête machin, va empêcher une usine ou une activité économique de se poser. Tant qu'on tolérera ça dans notre pays, les gens ils iront investir ailleurs. Hein. Monsieur Anas Kazib. J'ai pas eu votre réponse sur la répartition des lignes, mais c'est pas sur ça que je voulais. Si je vous ai dit que je m'immisçais pas dans la gestion du personnel de la SNCF, mais que si évidemment ça dysfonctionne, je le dirai. Go. Plus sur la question polémique, on est le 25 novembre, Madame Pécresse, c'est la journée des violences contre les violences faites aux femmes. Vous êtes vous-même une femme, on sait que. Ouais, d'ailleurs, aux grandes gueules, c'est pas hyper féminisé, si je peux me permettre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un raté. Il y a un raté aujourd'hui. La parité est en marche, rien ne l'arrêtera. Vous savez, je pense que comme on savait que vous venez. Vous savez, je pense. J'en vaux 5. Merci, cher ami, merci. Vous savez, je pense sur quoi je vais vous ramener, Madame Pécresse, c'est sur ce fameux financement de la direction de la région Île-de-France du film de Polanski. On vous a posé la question là-dessus. Bon, après moi j'ai trouvé que votre réponse a été pas correcte parce que vous avez dit que vous considériez qu'il était présumé innocent. Or, il est condamné aux États-Unis et en fuite notamment en France. Qu'est-ce que vous dites alors qu'à côté vous venez de remettre un trophée justement spécialement pour les femmes de région Île-de-France? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui là-dessus? Est-ce que c'est normal que la région Île-de-France elle finance le film de Polanski et alors que derrière mais j'ai répondu à cette question, et j'ai dit très clairement les choses. On l'a financé parce que Polanski est un formidable réalisateur et que le sujet, c'était l'affaire Dreyfus, qui est un sujet français, francilien, voilà, un très beau sujet. Quand j'ai lu le témoignage de la femme qui a raconté son viol à 18 ans par Roman Polanski, bien sûr il y a la présomption d'innocence, bien sûr il n'est pas jugé pour ce fait-là, et il ne sera pas jugé pour cet acte-là. Mais son témoignage était bouleversant de sincérité, voilà. Et je suis une femme, et quand je lis un témoignage bouleversant de sincérité, je suis bouleversée. Et c'est pour ça que j'ai dit que si c'était à refaire, la région ne financerait pas ce film. Voilà. Parlons un peu de vous, parce que c'est un livre aussi personnel sur votre parcours, sur le parcours de la droite. Dieu sait qu'il a été compliqué, avec notamment l'échec de François Fillon, que vous avez soutenu. Votre candidat c'était Juppé, et ensuite vous avez soutenu François Fillon. Mais vous dites, moi je suis d'une droite finalement plus à gauche que toutes les droites autour de nous. Une droite plus à gauche, ça doit pas être complètement ce que j'ai écrit. Hein. Vous dites que la droite française, il y a une partie de la droite française est plus à gauche que la droite qu'on peut... Que Trump, ça c'est sûr. Ça, oui, mais là, il n'y a pas photo. Etc., une droite européenne, libérale. Mais finalement, cette droite-là, centre-droit, elle est au gouvernement. Vous pourriez être ministre d'Emmanuel Macron, voire vous pourriez être à Matignon aujourd'hui. Si vous avez lu le livre, vous comprendrez que, et je l'ai dit et je le répète, mon mandat c'est ma région. Et j'ai signé pour 6 ans. Non mais attendez, c'est très important parce que si le Front National monte, c'est aussi parce que les Français ont le sentiment que les hommes et les femmes politiques font de la politique uniquement pour eux. Mais vous ne seriez pas présidente de région. Le sujet. Qu'est-ce qui vous distingue de ce gouvernement? Ça a été dit par mon voisin de gauche, Monsieur Dickens. Aujourd'hui, je pense plusieurs choses. Je pense que le gouvernement ne fait pas les réformes qu'il faudrait, mais pas celle des retraites. Moi, j'aurais fait une réforme, notamment pour financer l'hôpital et la santé. Je ferai une réforme qui rapporterait 600 millions d'euros, qui est la suppression de la première année de médecine. Cette première année de médecine où on met 60 000 gamins et on les envoie à 90% à l'échec, qui coûte 12 000 euros par gamin, qui coûte aux familles parce que les familles sont obligées de payer des petits cours. C'est des gamins qui sont tous très bons à l'école, qui vont échouer. On fait quoi à la place s'il n'y a pas de première année? On fait une sélection. On fait une sélection au bac. Vous savez, il y a un examen qui nous coûte aussi des centaines de millions d'euros à faire par an, qui s'appelle le baccalauréat. Maintenant, nous, c'est la France. On en remet un deuxième un an plus tard. Et pour sélectionner 10%. On supprimerait la première année de médecine. On ferait 600 millions d'euros d'économie. On pourrait même sélectionner, allez, soyons fous, les médecins sur un entretien de motivation et de compétences. Parce que être médecin, c'est d'abord une humanité. C'est pas d'abord être bon à des QCM. Je vous assure, ça changerait complètement la médecine. Et avec cet argent, ces 600 millions économisés, on en remettrait
200 millions sur l'université qui est à la peine, on en mettrait 400 millions sur l'hôpital et ça changerait tout. David Dickens. Alors un autre sujet. Mais c'est qu'un seul des exemples de ce que je dis dans le livre, mais je pense qu'il y a plein de réformes à faire. On va arriver bientôt dans la période rude de l'hiver. Je sais que vous êtes proche d'Elina Dumont et de son travail à saluer auprès des SDF de la ville de Paris notamment. N'est-ce pas là un aveu d'échec de la puissance politique pour éradiquer véritablement cette situation pérenne que l'on voit chaque année et auquel les journalistes s'intéressent à la période de l'hiver, à savoir ces gens, il y a encore un SDF qui est mort il y a quelques jours dans la rue, c'est une chose à laquelle on ne peut pas se résoudre. Qu'est-ce qu'on peut faire politiquement, nous citoyens, avons le sentiment que vous n'avez pas le pouvoir de résoudre ce problème? Alors d'abord, rendre hommage aux grandes gueules, parce que c'est en venant dans votre émission que j'ai rencontré Elina Dumont. Et elle m'a tellement harponné que je lui ai dit, on va se voir. Et on s'est vu, et du coup, elle m'a convaincue, elle est venue travailler à la région sur une question qui est les femmes à la rue. Tout à fait. Et elle m'a rendu un rapport qui est à la fois bouleversant sur le fond, et en même temps rempli de réponses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que elle m'explique toutes les causes qui amènent les femmes à la rue, les addictions, la sortie de l'aide sociale à l'enfance, la sortie de prison, les violences faites aux femmes qui mettent des femmes à la rue, et elle me donne des propositions à faire. Et donc on va agir. Moi, je n'accepte pas qu'on dise que les politiques ne peuvent pas agir. Oui, on peut agir, mais ça suppose de faire des choix. Moi, je suis en charge du métro, comme vous le savez, et dans le métro, il y a 350 personnes qui vivent à l'année. À l'année, dans le métro, et qui n'en sortent pas. Y compris, on vient de faire l'enquête. C'est la première fois qu'on faisait une enquête depuis 30 ans sur qui sont ces personnes. Il y en a 20% qui travaillent, qui ont un travail. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des maisons solidaires. Oui, on peut le faire. Et on peut se retrousser les manches. Et on peut leur faire des accueils différenciés, parce que c'est pas la même chose de prendre quelqu'un qui est addict au crack, ou un jeune qui est à la rue, ou une femme victime de violence. Ils ne veulent pas aller dans les foyers, on le sait. Ils ne veulent pas aller dans des... Elles ne veulent pas. Alors, pour les femmes, vous avez totalement raison. C'est ce que Elina me demande. C'est des foyers pour femmes, parce qu'elles ont peur de se faire agresser. Mais vous dites, ils veulent pas aller dans les foyers. Ils veulent pas aller dans des foyers d'hébergement d'urgence. Mais moi, ce que je propose, c'est des maisons solidaires, c'est-à-dire des lieux d'accueil jour et nuit pour réparer les vivants, voyez. Et je crois qu'on peut le faire. Xavier Emmanueli, qui est le fondateur du SAMU de Paris, qui est un de mes très vieux amis, a fondé le concept de maison de famille. Je crois qu'on peut y arriver. Mais elle paye ces maisons, Madame Pécresse. Le problème, c'est qu'elle paye leur logement. Moi, j'ai une amie qui dort à l'Armée du Salut, elle paye 430 € alors qu'elle pourrait avoir un studio. Deux questions pour terminer. Non, mais vous avez raison. Dans mes maisons solidaires, on se serait beaucoup moins cher, parce qu'on parle de personnes qui sont vraiment cassés par la vie et qu'il faut remettre sur pied. Deux questions rapides de Valérie Pécresse. Est-ce que vous allez faire campagne auprès de Rachida Dati pour la mairie de Paris? Écoutez, aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que la droite ne peut gagner Paris que si elle s'élargit. Si elle s'élargit, si elle rassemble. Donc j'ai fait des propositions à Rachida Dati. Vous savez que Rachida Dati est aux Républicains. Moi j'ai fondé mon parti. Il s'appelle Libre. Et d'ailleurs dans le livre, il y a pas mal d'anecdotes croustillantes qui expliquent un peu pourquoi j'ai choisi de faire une droite un peu plus moderne. Donc vous attendez des réponses de Rachida Dati. Et aujourd'hui, non, j'ai tendu la main à Rachida Dati parce que je pense qu'il faut qu'on essaie de tous se rassembler. Donc, qu'elle attrape votre main. Elle sera demain dans les grandes gueules, on lui posera la question. Écoutez, saisit votre main. Écoutez, il faudrait qu'on trouve un accord, et il faudrait aussi qu'on travaille à élargir cette droite, parce que les Républicains à Paris aujourd'hui, c'est pas toute la droite. Et dernière question, c'est surtout pas toute la droite. 2022, vous y pensez en vous maquillant ou pas? Oui, j'y pense beaucoup, parce que je suis très effrayée par le duel Macron-Le Pen. Est-ce que vous pourriez... Très effrayée parce que je me dis, si toutes les oppositions à Emmanuel Macron se coalisent un jour, peut-être qu'en 2022, on aura le Front National. Et si on a le Front National, on aura une femme qui dit que le SMIC horaire est à 36 €, vous voyez. On aura une femme qui veut cliver le pays. Donc je pense qu'on ira à la faillite, et on ira peut-être aussi à la guerre civile. L'envie d'y aller? Non, l'envie de reconstruire une droite crédible, une droite de projet, une droite qui... Vous, pour empêcher ce duel annoncé... On ne construit pas sur des ruines. Mais exactement, et je pense qu'on ne reconstruit pas une maison non plus sur des égos. Pour empêcher ce duel... je sais que les Français adorent l'homme providentiel ou la femme providentielle. Commençons par reconstruire des piliers. Moi, je pense qu'il faut un pilier de droite moderne, plus écolo, plus féministe, plus décentralisateur, plus laïque. Écolo et féministe, c'est moderne alors. Plus laïque. D'accord. Ça veut dire. Merci. Écolo et féministe, c'est moderne. Oui, quand même un peu. Regardez-vous. Merci Madame Pécresse. Demain.